La dernière lettre que mon frère a écrite avant de mourir au combat en Algérie, personne ne l'a jamais lue. Pendant 60 ans, j'ai vécu avec la certitude qu'il est mort en pensant que notre famille l'avait abandonné. Aujourd'hui, à 88 ans, je dois enfin confesser pourquoi. Je m'appelle Janine, j'ai 88 ans, et je vis seule dans ma petite maison à la périphérie de Lyon. Si vous regardez cette vidéo, merci infiniment de prendre le temps d'écouter l'histoire d'une vieille femme comme moi. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de laisser un petit « j'aime » et de vous abonner à cette chaîne qui me permet de partager mon histoire. Je suis curieuse de savoir d'où vous nous regardez, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'était en 1956. J'avais 19 ans et la France était engagée dans cette guerre qu'on n'appelait pas encore une guerre, mais plutôt les événements d'Algérie. À cette époque, nous vivions dans une petite maison à Saint-Étienne, pas très loin de la place du marché. Notre famille n'était pas riche, mais nous ne manquions de rien d'essentiel. Mon père, Roger, travaillait à l'usine métallurgique locale et ma mère, Suzanne, s'occupait de notre foyer avec une précision presque militaire. Et puis, il y avait Gilles, mon frère aîné de 4 ans. Gilles était tout ce que je n'étais pas. Grand, charismatique, brillant à l'école. Partout où il allait, les gens se tournèrent vers lui, attirés par son sourire facile et sa confiance tranquille. Mes parents étaient si fiers de lui. « Regarde ton frère », me disait souvent mon père. « Il ira loin, celui-là. » Et moi, dans l'ombre de Gilles, j'étais la petite Janine, celle dont on disait qu'elle était gentille et serviable, ces adjectifs qu'on utilise quand on n'a rien de plus extraordinaire à dire. Lorsque Gilles a reçu sa lettre d'incorporation pour l'Algérie, en janvier 1956, quelque chose s'est brisé dans notre maison. Ma mère a pleuré pendant des jours, et mon père est devenu silencieux, encore plus renfermé qu'à l'ordinaire. Le jour de son départ, j'ai vu pour la première fois de ma vie mon père pleurer, serrant Gilles contre lui, comme s'il savait déjà qu'il ne le reverrait jamais. « Écris-nous souvent, mon petit », lui a dit ma mère en l'embrassant une dernière fois. Chaque jour, si tu peux. Je me souviens de m'être tenue légèrement en retrait, regardant cette scène comme si j'étais une étrangère. Gilles s'est finalement tourné vers moi, m'a ébouriffé les cheveux comme il le faisait quand nous étions enfants. « Prends soin d'eux, Janine, » m'a-t-il dit. « Tu es la femme de la maison quand maman n'est pas bien. » C'était sa façon de me donner de l'importance, je le sais maintenant. Mais à l'époque, ces mots ont résonné en moi d'une manière étrange. Comme si, même en partant pour la guerre, il me rappelait que j'étais secondaire, que mon rôle était de soutenir, jamais d'être au centre. Les premières semaines après son départ ont été difficiles. Ma mère pleurait souvent et mon père passait de plus en plus de temps au café après le travail. Et puis, la première lettre de Gilles est arrivée. Je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de ma mère quand le facteur l'a remise. C'était comme si le soleil était réapparu après des semaines de pluie. Elle a couru à l'intérieur, appelant mon père qui était au jardin. Ils se sont assis ensemble à la table de la cuisine pour la lire, et moi, j'étais debout dans l'encadrement de la porte, oublié. « Viens écouter ce que ton frère écrit », m'a finalement dit mon père, comme s'il venait de se rappeler ma présence. Je me suis approchée, me tenant derrière eux pendant qu'ils lisaient à voix haute. Gilles racontait son voyage en bateau jusqu'à Alger, les premiers jours d'entraînement, et comment le soleil d'Afrique du Nord brûlait sa peau pâle d'Européen. Il parlait de ses camarades, des officiers, de la nourriture médiocre. Et à la fin, il y avait un paragraphe pour chacun de nous. Pour mon père, des mots rassurants sur sa sécurité. Pour ma mère, des promesses de prudence et des détails sur son quotidien pour qu'elle ne s'inquiète pas trop. Et pour moi, 3 lignes à peine. « Janine, j'espère que tu aides bien à la maison. Continue à bien travailler à l'école. Je te rapporterai un souvenir d'Algérie. » Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai senti une colère inexplicable monter en moi. Toute ma vie, j'avais été la petite sœur de Gilles. Et maintenant qu'il était parti, il était encore plus présent dans notre maison qu'avant. Ses lettres étaient lues et relues, commentées pendant des heures. Ma mère les rangeait précieusement dans une boîte en fer qu'elle gardait sur sa table de nuit. Parfois, je la surprenais à les relire tard le soir, caressant le papier comme s'il s'agissait de la joue de son fils. Et moi,
Pendant ce temps, j'étais devenue encore plus invisible. À l'école, les professeurs me demandaient des nouvelles de Gilles, le brillant élève qu'ils avaient tous aimé enseigner. Les voisins m'arrêtèrent dans la rue pour me questionner sur lui. « Ton frère va bien ? Il est où exactement ? Il a vu des combats ?» Comme si je n'existais que comme un lien vers lui. Un mardi d'avril, environ 3 mois après le départ de Gilles, je suis rentrée plus tôt de l'école. Il n'y avait personne à la maison. Ma mère était au marché et mon père au travail. Le facteur venait de passer, et sur la table de l'entrée, il y avait une lettre de Gilles. Je l'ai prise, sentant le papier rugueux sous mes doigts. Pendant un long moment, je l'ai simplement regardée, cette enveloppe qui allait, encore une fois, détourner toute l'attention de mes parents. Et puis, presque sans réfléchir, je l'ai glissée dans la poche de ma jupe. Ce geste, si simple, si rapide, allait changer le cours de tant de vies. Le mien, celui de mes parents, et surtout celui de Gilles. Je suis montée dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe avec soin, essayant de ne pas la déchirer. La lettre était longue, 4 pages couvertes de l'écriture serrée de mon frère. Il parlait de la chaleur qui devenait insupportable, des patrouilles de plus en plus dangereuses, des camarades avec qui il s'était lié d'amitié. Et puis, vers la fin, quelque chose a attiré mon attention. « J'ai été recommandé pour une promotion », écrivait-il. « Si tout se passe bien, je serai caporal d'ici quelques semaines. » C'est une responsabilité que je ne prends pas à la légère, mais je suis fière de pouvoir servir mon pays de cette façon. Papa sera content, je pense. Une promotion. Une raison de plus pour mes parents d'être fiers de lui. Une raison de plus pour qu'on me compare à lui et qu'on me trouve insuffisante. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé en moi à ce moment-là. Une colère sourde, un ressentiment accumulé depuis des années, peut-être. Ou simplement la jalousie primitive d'une jeune fille qui se sentait constamment dans l'ombre. J'ai plié la lettre et, au lieu de la remettre sur la table où le facteur l'avait laissée, je l'ai cachée sous mon matelas. Ce soir-là, ma mère a demandé si le courrier était passé. J'ai dit non sans hésiter, évitant son regard en prétendant être absorbée par mes devoirs. Les jours suivants, elle s'est inquiétée de ne pas recevoir de nouvelles. Elle a même demandé au facteur s'il n'avait pas égaré une lettre. Il a assuré que non, et la vie a continué. Une semaine plus tard, une autre lettre est arrivée. Cette fois, j'étais seule à la maison encore une fois. Je l'ai prise, sentant le poids de ma première trahison me pousser vers la seconde. J'ai ouvert cette lettre aussi, et l'ai lue avidement. Gilles avait obtenu sa promotion. Il parlait de ses nouvelles responsabilités, des hommes sous son commandement. Et il s'inquiétait de ne pas avoir de réponse à sa lettre précédente. « J'espère que tout va bien à la maison », écrivait-il. Je n'ai reçu aucune lettre depuis presque 3 semaines maintenant. Je sais que la poste militaire peut être lente, mais écrivez-moi dès que vous recevrez ceci, s'il vous plaît. Les nouvelles de la maison sont ce qui me garde sain d'esprit ici. Une vague de culpabilité m'a submergée, mais pas assez forte pour me faire avouer ce que j'avais fait. Au contraire, j'ai pris une décision qui allait sceller notre destin à tous. J'ai caché cette lettre aussi. Les semaines suivantes, j'ai intercepté chaque lettre de Gilles, et chacune était plus inquiète, plus désespérée que la précédente. Il ne comprenait pas pourquoi sa famille ne lui écrivait plus. Il demandait si quelque chose de grave était arrivé, si quelqu'un était malade ou pire. Dans sa dernière lettre, il y avait une note de résignation qui m'a glacé le sang. « Peut-être que c'est mieux ainsi », écrivait-il. « Les gars qui reçoivent trop de nouvelles de la maison ont du mal à se concentrer ici. C'est dangereux. Alors, si vous avez décidé de prendre vos distances pour une raison quelconque, je comprends. Mais sachez que je pense à vous tous les jours, et que chaque action que j'entreprends ici, je la fais en pensant à vous rendre fiers. » Pendant ce temps, mes parents s'inquiétèrent de plus en plus de ne pas recevoir de nouvelles. Ma mère a contacté l'armée, qui lui a assuré que Gilles allait bien, qu'il était en service actif. « Il est probablement très occupé », lui a-t-on dit. « Beaucoup de soldats écrivent moins quand ils sont sur le terrain. » Mais ce n'était pas suffisant pour ma mère. Elle a commencé à écrire des lettres presque quotidiennement, espérant que l'une d'elles atteindrait Gilles.
Mon père, moins démonstratif mais tout aussi inquiet, a contacté d'anciens collègues qui avaient des fils en Algérie, espérant obtenir des informations. Et moi, je regardais leur angoisse grandir, sachant que j'en étais la cause, mais incapable d'avouer ce que j'avais fait. Les lettres qu'ils écrivaient, je les interceptais aussi. Le facteur me connaissait bien maintenant. Il me saluait chaque matin quand je partais pour l'école. Il était facile de prendre le courrier avant que mes parents ne le voient. Chaque lettre qu'ils écrivaient à Gilles, chaque lettre qu'ils nous écrivaient, tout passait par moi. Et rien n'arrivait jamais à destination. En juin 1956, alors que ce manège durait depuis presque 2 mois, la lettre que je redoutais est arrivée. Ce n'était pas une lettre de Gilles, mais une enveloppe officielle de l'armée française. Je l'ai ouverte, les mains tremblantes, sachant déjà ce qu'elle contenait. Nous avons le regret de vous informer que le caporal Gilles est tombé au combat le 12 juin 1956, lors d'une opération dans la région de... Je suis resté figé dans l'entrée, la lettre à la main, incapable de respirer. La maison était silencieuse autour de moi, si silencieuse que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge dans la cuisine et les battements assourdissants de mon cœur. Mort. Gilles était mort. Et il était mort en croyant que sa famille l'avait abandonné. Mes jambes ont cédé sous moi et je me suis effondré sur les carreaux froids du hall d'entrée. Un gémissement étranglé s'est échappé de ma gorge, un son que je ne reconnaissais pas comme le mien. La lettre officielle était toujours dans ma main, le papier froissé par ma poigne désespérée. Je l'ai relue, encore et encore, espérant avoir mal compris, espérant que les mots changeraient si je les fixais assez longtemps. Mais il restait implacable. Gilles était mort au combat. Mon frère ne reviendrait jamais. Le bruit de la porte d'entrée m'a fait sursauter. Ma mère rentrait du marché, son panier chargé de légumes. Quand elle m'a vu par terre, la lettre à la main, son visage s'est transformé. Je n'avais pas besoin de dire un mot. Elle a lâché son panier, les pommes de terre roulant sur le sol, et m'a arraché la lettre des mains. Je l'ai regardée lire, son visage perdant toute couleur. Ses lèvres bougeaient silencieusement, formant les mots terribles. Et puis elle a poussé un cri qui me hante encore aujourd'hui, presque 70 ans plus tard. Un cri qui contenait toute la douleur du monde, le hurlement primaire d'une mère qui perd son enfant. Les voisins sont venus, attirés par ce cri. Quelqu'un a appelé mon père à l'usine. Je me souviens de bribes de cette journée comme des fragments d'un cauchemar. Mon père franchissant la porte en courant, le visage déjà ravagé par la nouvelle qu'on lui avait annoncée par téléphone. Ma mère, effondrée dans ses bras, incapable de tenir debout. Les voisines dans notre cuisine, préparant du thé que personne ne boirait, parlant à voix basse. Et moi, dans un coin du salon, invisible dans le chaos du chagrin. Personne ne faisait attention à moi. Personne ne voyait la tempête qui faisait rage à l'intérieur de mon être. Car au-delà du choc et de la douleur de perdre mon frère, il y avait cette vérité terrible. J'étais responsable. Pas de sa mort, bien sûr, mais du fait qu'il était mort, en pensant que nous l'avions tous abandonné. Les jours suivants ont été flous. L'officier est venu nous voir, apportant les effets personnels de Gilles, sa montre, quelques photos, son carnet. Il a parlé de bravoure, de devoir, de sacrifice pour la patrie, des mots vides qui rebondissaient sur les murs de notre salon endeuillé. Il a mentionné que Gilles s'était distingué par son courage, qu'il était respecté par ses hommes. Un soldat exemplaire, a-t-il dit, qui a fait honneur à sa famille. Ma mère, assise droite dans son fauteuil, les yeux secs maintenant après avoir épuisé toutes ses larmes, a posé la question qui la tourmentait. A-t-il reçu nos lettres ? Nous lui avons écrit presque tous les jours, mais nous n'avons rien reçu de lui depuis des mois. L'officier a hésité, mal à l'aise. Je ne peux pas vous répondre avec certitude, madame. Mais je sais que le courrier était parfois très retardé, surtout pour les unités en opération comme celle de votre fils. Il est possible que vos lettres soient arrivées trop tard, ou qu'elles soient encore quelque part dans le système postal militaire. Un mensonge gentil, peut-être. Ou peut-être ne savait-il vraiment pas. Mais moi, je savais. Je savais que Gilles n'avait reçu aucune des lettres que mes parents lui avaient envoyées.
et je savais que mes parents n'avaient reçu aucune des siennes. Cette nuit-là, seule dans ma chambre, j'ai sorti toutes les lettres de leur cachette sous une lame de parquet mal fixée. Les lettres de Gilles, de plus en plus désespérées au fil des semaines. Les lettres de mes parents, pleines d'amour et d'inquiétude. J'ai tout étalé sur mon lit, cette correspondance fantôme qui n'avait jamais atteint ses destinataires. J'aurais dû les brûler. C'est ce que la logique dictait. Détruire la preuve de mon crime, effacer toute trace de ma trahison. Mais je n'ai pas pu. Ces lettres étaient tout ce qui restait de Gilles maintenant. Les derniers mots qu'il avait écrits, les dernières pensées qu'il avait partagées, même si c'était seulement avec moi, sa traîtresse de sœur. Alors je les ai remises dans leur cachette, toutes, sauf une, la dernière qu'il avait envoyée, celle où il parlait de se réconcilier avec l'idée que sa famille l'avait abandonné. Celle-là, je l'ai glissée dans la doublure de ma veste, où elle resterait pendant des années, comme un cilice contre ma peau, un rappel constant de ce que j'avais fait. Les funérailles ont eu lieu 2 semaines plus tard. Un cercueil vide, drapé du drapeau français. Gilles avait été enterré en Algérie, nous a-t-on dit, comme beaucoup de soldats tombés là-bas. Ma mère a insisté pour qu'une plaque soit ajoutée au monument aux morts de notre ville. Gilles Dupont, 1933-1956, mort pour la France en Algérie. Ces mots gravés dans la pierre, aussi permanents que ma culpabilité. La maison est devenue un mausolée après ça. Les photos de Gilles étaient partout, sur le buffet, sur la cheminée, sur les murs. Ma mère a transformé sa chambre en une sorte de sanctuaire, laissant tout exactement comme il l'avait laissé le jour de son départ. Mon père s'est enfoncé dans un silence presque total, partant travailler avant l'aube et revenant longtemps après la tombée de la nuit, souvent avec l'odeur du vin bon marché sur son haleine. Et moi, j'étais devenu un fantôme dans ma propre maison. Plus invisible que jamais, errant dans les couloirs, mangeant en silence les repas que ma mère préparait mécaniquement. J'ai arrêté d'aller à l'école pendant un temps. Personne ne s'en est aperçu, ni mes parents, ni mes professeurs. J'étais la sœur du héros mort, et on me laissait tranquille. Les mois ont passé. L'automne est arrivé, puis l'hiver. La vie continuait autour de nous, mais pas à l'intérieur de notre maison. Nous étions figés dans cet été de 1956, le temps s'étant arrêté au moment où cette lettre officielle était arrivée. Un soir de décembre, alors que le vent hurlait autour de la maison et que la neige commençait à tomber, j'ai trouvé ma mère assise sur le lit de Gilles, tenant une de ses chemises contre sa poitrine. « Il devrait faire froid là où il est », a-t-elle dit doucement quand je suis entrée. Je me demande s'ils lui ont donné assez de couverture. Elle parlait comme si Gilles était simplement dans un autre endroit, comme s'il pouvait avoir froid ou faim ou peur. C'était sa façon de faire face, je suppose, prétendre qu'il était encore quelque part, accessible d'une certaine façon. Je me suis assise à côté d'elle, hésitante. C'était la première fois depuis des mois que nous étions si proches l'une de l'autre. « Tu lui ressembles, tu sais », a-t-elle dit soudain, me regardant vraiment pour la première fois depuis la mort de Gilles. « Pas physiquement, mais il y a quelque chose dans tes yeux parfois, une expression qu'il avait aussi. » Ces mots m'ont frappé comme un coup. Elle me voyait. Après tous ces mois d'invisibilité, ma mère me voyait enfin, et elle voyait Gilles en moi. « Je suis désolée », ai-je murmuré, les larmes aux yeux. « Je suis tellement désolée. » Elle a pris ma main, la serrant doucement. « Ce n'est pas ta faute, ma petite. Ce n'est la faute de personne. C'est la guerre, cette horrible guerre qui nous a pris notre Gilles. Si seulement elle savait. Si seulement elle savait que son fils était mort, pensant qu'elle l'avait oublié, abandonné. À cause de moi. J'ai failli tout avouer à cet instant, ouvrir mon cœur et laisser sortir la vérité toxique qui me dévorait de l'intérieur. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Je ne pouvais pas lui faire ça. Je ne pouvais pas ajouter cette douleur à celle qu'elle portait déjà. Alors j'ai gardé mon secret. Et ce secret est devenu le fondement sur lequel j'ai construit le reste de ma vie. Les années ont passé. J'ai terminé mes études, trouvé un travail de secrétaire dans une petite entreprise locale. J'ai rencontré Henri, un homme gentil et patient qui m'a courtisé pendant 2 ans
avant que j'accepte de l'épouser. Nous avons eu 2 enfants, un garçon et une fille. J'ai nommé mon fils Roger, comme mon père. Ma fille, je voulais l'appeler Suzanne, comme ma mère, mais Henri a insisté pour Marie, le nom de sa propre mère. J'ai cédé, comme je cédais souvent. Ma vie extérieure ressemblait à celle de millions d'autres femmes françaises de ma génération. J'étais une épouse, une mère, une fille qui s'occupait de ses parents vieillissants. Personne ne voyait la fissure au centre de mon être, cette fracture qui s'était produite le jour où j'avais intercepté cette première lettre de Gilles. Mon père est mort en 1975, d'une crise cardiaque soudaine. Il n'avait jamais vraiment récupéré de la perte de son fils. Jusqu'à la fin, il gardait une photo de Gilles en uniforme dans son portefeuille, usée à force d'être sortie et contemplée. Ma mère a survécu encore 15 ans après lui. Elle s'est installée avec nous après la mort de mon père, occupant la petite chambre à l'arrière de notre maison. Elle était douce avec mes enfants, mais distante d'une certaine façon, comme si une partie d'elle était toujours avec Gilles, quelque part en Algérie. Chaque année, le jour anniversaire de la mort de Gilles, elle se rendait au monument aux morts avec un petit bouquet de fleurs. Je l'accompagnais parfois, me tenant en retrait pendant qu'elle passait sa main ridée sur le nom de son fils gravé dans la pierre. Elle ne pleurait plus à ce moment-là. Sa douleur s'était transformée en quelque chose de plus profond, de plus calme, comme un lac souterrain. C'est en 1989, quelques mois avant sa mort, que ma mère m'a donné la boîte. Une simple boîte en fer, celle dans laquelle elle gardait autrefois les premières lettres de Gilles, avant que je ne commence à les intercepter. « Je veux que tu l'aies », m'a-t-elle dit un soir, alors que nous étions assises dans son petit jardin. « Il y a des choses que tu devrais voir. » J'ai pris la boîte, le cœur battant. Savait-elle? Avait-elle découvert mon secret, après toutes ces années? Mais son visage était serein, sans accusation. Ce n'est qu'après son coucher que j'ai osé ouvrir la boîte. À l'intérieur, il y avait des photos de Gilles, des coupures de journaux parlant de la guerre d'Algérie, son acte de décès officiel. Et tout au fond, enveloppée dans un mouchoir en dentelle, une lettre. La lettre n'était pas de Gilles. Elle venait d'un certain Marcel Leblanc, qui se présentait comme ayant servi avec mon frère. Elle était datée de septembre 1956, 3 mois après la mort de Gilles. « Chère madame », commençait-elle. « Je ne sais pas si cette lettre vous parviendra, car Gilles m'a confié que vous n'écriviez plus. Mais je tenais à vous dire que votre fils était un homme brave et honorable. Nous avons servi ensemble pendant 4 mois et il parlait souvent de sa famille avec affection, surtout au début. Il était fier de son père, inquiet pour sa mère et mentionnait parfois sa petite sœur. » La lettre continuait, racontant comment Gilles s'était comporté au combat, comment il avait sauvé la vie de ce Marcel lors d'une embuscade, comment il était respecté par tous. Et puis venait le passage qui m'a glacé le sang. Dans ces dernières semaines, Gilles avait changé. Il était devenu plus taciturne, plus téméraire aussi. Il m'a confié un soir, après une patrouille particulièrement dangereuse, qu'il n'avait plus de nouvelles de sa famille depuis des mois. « C'est comme s'il m'avait effacé de leur vie », m'a-t-il dit. J'ai essayé de lui expliquer que le courrier était souvent perdu, que ce n'était probablement pas intentionnel, mais je crois qu'il avait fini par accepter l'idée que, pour une raison ou une autre, sa famille avait décidé de couper les ponts. Je sentais les larmes couler sur mes joues, tachant le papier que je tenais entre mes mains tremblantes. Ce que j'avais toujours craint était confirmé. Gilles était mort en pensant que nous l'avions abandonné, que je l'avais abandonné. Mais la lettre ne s'arrêtait pas là. Il y avait un dernier paragraphe. La veille de sa mort, Gilles m'a remis une lettre me demandant de la poster si quelque chose lui arrivait. « Elle est pour ma famille », m'a-t-il dit, au cas où. Je l'ai fait, madame. J'ai envoyé cette lettre à l'adresse qu'il m'avait donnée, environ 1 semaine après avoir appris sa mort. J'espère qu'elle vous est parvenue et qu'elle vous a apporté un peu de réconfort dans votre douleur. Une lettre. Une dernière lettre de Gilles que ce Marcel avait envoyée. Une lettre que je n'avais jamais vue, que je n'avais jamais interceptée. J'ai retourné la boîte, vidant son contenu sur la table. Rien. Pas de lettre de Gilles. Où était-elle? Comment avais-je pu la manquer? À moins que ma mère ne l'ait jamais reçue.
À moins que cette lettre, comme tant d'autres, se soit perdue dans le système postal chaotique de l'époque. Ou à moins que ma mère l'ait cachée. Cette pensée m'a frappée avec une force inattendue. Ma mère, si méthodique, si précise, aurait certainement gardé précieusement une dernière lettre de son fils. Elle l'aurait mise dans cette boîte avec tous ses autres souvenirs de Gilles, à moins qu'elle n'ait eu une raison de la cacher. Le lendemain matin, j'ai attendu que ma mère soit occupée dans son jardin pour fouiller sa chambre. Je me sentais coupable de violer son intimité, mais j'étais obsédée par cette lettre manquante. J'ai cherché partout, dans ses tiroirs, sous son matelas, derrière les cadres photos, dans les poches de ses vieux manteaux. Et puis, dans la doublure de son album photo, j'ai trouvé une enveloppe jaunie par le temps. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai reconnu l'écriture sur l'enveloppe, celle de Gilles. C'était bien la lettre dont parlait Marcel Leblanc, la dernière lettre de mon frère, envoyée après sa mort. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. La lettre à l'intérieur était courte, écrite à la hâte, semble-t-il. Mais ce sont les premiers mots qui m'ont fait vaciller. Cher papa et maman, chère Janine, si vous lisez ceci, c'est que je ne suis plus là pour vous le dire en personne. Je voulais que vous sachiez que je ne vous en veux pas. Je ne sais pas pourquoi vous avez cessé d'écrire, et pendant longtemps, j'ai été blessée et en colère. Mais j'ai fini par comprendre que peut-être c'était votre façon de faire face à cette situation impossible. Peut-être était-il plus facile pour vous de prétendre que je n'étais pas ici, dans cet enfer. Quoi qu'il en soit, je vous aime. Je vous ai toujours aimé. Et si je ne reviens pas, sachez que ma dernière pensée sera pour vous trois, pour notre maison, pour les moments de bonheur que nous avons partagés. Papa, merci pour ta force tranquille. Maman, merci pour ton amour inconditionnel. Et Janine, ma petite sœur, prends soin d'eux pour moi. Tu as toujours été plus forte que tu ne le croyais. Avec tout mon amour, Gilles. J'ai dû m'asseoir sur le lit de ma mère, le souffle coupé par ce que je venais de lire. Même à la fin, même en croyant que nous l'avions abandonné, Gilles nous aimait. Il me pardonnait sans même savoir ce que j'avais fait. Et soudain, tout est devenu clair. Ma mère savait. Elle avait toujours su. J'ai relu la lettre, essayant de comprendre les implications de ce que je venais de découvrir. Comment ma mère avait-elle su que nous n'avions pas écrit à Gilles? Comment avait-elle interprété ces mots? Je ne sais pas pourquoi vous avez cessé d'écrire. Elle qui envoyait des lettres presque quotidiennement, des lettres que j'interceptais. J'ai entendu la porte du jardin s'ouvrir. Ma mère revenait. D'un geste précipité, j'ai remis la lettre dans son enveloppe et l'ai replacée exactement où je l'avais trouvée, dans la doublure de l'album photo. Puis je suis sortie de sa chambre, le cœur battant à tout rompre. « Janine, tu es là ?» Sa voix venait du couloir. « Oui, maman, dans la cuisine, » ai-je répondu, m'y précipitant pour faire semblant de préparer du thé. Elle est entrée, ses mains encore terreuses de son jardinage. À 82 ans, elle gardait cette élégance discrète qui avait toujours été la sienne, même si son corps s'était courbé et que ses mouvements étaient devenus plus lents. Elle m'a regardé avec une intensité qui m'a fait détourner les yeux. « Tu as ouvert la boîte », a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête, incapable de parler. « Et tu as lu la lettre de ce Marcel Leblanc ?» Nouveau hochement de tête. « Mais tu n'as pas trouvé l'autre lettre, n'est-ce pas? Celle de Gilles ?» J'ai levé les yeux, surprise par sa franchise. « Non, ai-je menti. » Elle s'est approchée de moi, posant une main sur mon bras. « Ce n'est pas grave. Ce n'était pas à toi de la trouver. » Une boule s'est formée dans ma gorge. Pourquoi l'as-tu cachée? Pourquoi ne pas l'avoir mise dans la boîte avec le reste? Ma mère a pris une profonde inspiration. Parce que certaines vérités sont trop lourdes à porter, j'ai pensé que c'était à moi de les porter, pas à toi. Nous sommes restés là, dans cette cuisine baignée par la lumière de l'après-midi, face à face comme jamais nous ne l'avions été depuis la mort de Gilles. Il y avait dans ses yeux une connaissance que je n'avais jamais vue auparavant, ou peut-être que je n'avais jamais voulu voir. « Depuis quand sais-tu » ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. « Que tu interceptais les lettres ?» Elle a souri tristement.
Je l'ai compris assez vite. Tu n'étais pas aussi discrète que tu le pensais, ma fille. Le facteur m'a dit un jour qu'il te remettait souvent le courrier en main propre. Et puis, il y avait cette façon que tu avais de disparaître chaque fois que le sujet des lettres de Gilles était abordé. Je me suis effondrée sur une chaise, les jambes coupées par cette révélation. Et tu n'as rien dit? Tu nous as laissé croire qu'il n'écrivait plus? Elle s'est assise en face de moi, ses vieilles mains cherchant les miennes sur la table. Qu'aurais-je dû faire, Janine? Te confronter, te forcer à avouer? À quoi cela aurait-il servi, sinon à briser encore plus notre famille déjà en morceaux? Mais papa, il ne savait pas? Elle a secoué la tête. Non, ton père n'a jamais su. Il est mort en croyant que, pour une raison ou une autre, le courrier n'arrivait simplement pas. C'était mieux ainsi. Et la dernière lettre de Gilles, celle qu'il a écrite avant de mourir? Un éclair de douleur a traversé son visage. Elle est arrivée environ 1 mois après l'annonce de sa mort. J'étais seule quand je l'ai reçue, quand je l'ai lue, quand j'ai compris ce qu'il pensait, que nous avions cessé de lui écrire. Sa voix s'est brisée. J'ai su alors avec certitude ce que tu avais fait, mais j'ai aussi compris pourquoi. Je l'ai regardé, incrédule. Comment peux-tu dire que tu as compris? J'ai fait quelque chose d'impardonnable. Gilles est mort en pensant que nous l'avions tous abandonné. Ma mère a serré mes mains plus fort. Janine, écoute-moi. Tu étais une enfant qui vivait dans l'ombre de son frère, qui cherchait désespérément sa place. Ce que tu as fait était terrible, oui, mais je suis aussi responsable. J'ai toujours favorisé Gilles, sans même m'en rendre compte. C'est seulement après sa mort, en te voyant te replier sur toi-même, que j'ai commencé à comprendre à quel point je t'avais négligé. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Toute ma vie, j'avais porté le poids de ma culpabilité seule, persuadée que j'étais un monstre, une anomalie. Et voilà que ma mère, la personne que j'avais le plus blessée avec mon acte, me parlait de compréhension et de responsabilité partagée. Pourquoi ne m'as-tu jamais confrontée? Pourquoi garder ce secret pendant toutes ces années? Elle a regardé par la fenêtre, vers le petit jardin où elle passait maintenant la plupart de ses journées. Au début, c'était la colère qui m'en empêchait. Une colère si forte que j'avais peur de ce que je pourrais te dire ou te faire. Et puis, petit à petit, cette colère s'est transformée en quelque chose d'autre. J'ai commencé à observer, à vraiment te voir. Ta douleur, ton isolement, ta culpabilité. J'ai compris que tu te punissais bien plus sévèrement que je n'aurais jamais pu le faire. Elle a marqué une pause, ses yeux revenant vers moi. Et puis, il y a eu cette nuit, environ 6 mois après la mort de Gilles. Je me suis réveillée et je t'ai entendu pleurer dans ta chambre. Tu parlais dans ton sommeil, tu suppliais Gilles de te pardonner. C'est là que j'ai su que je ne pouvais pas ajouter à ton fardeau, que mon rôle était de t'aider à vivre avec, pas de te l'alourdir davantage. Les larmes coulaient librement sur mon visage maintenant. Comment as-tu pu me regarder chaque jour, sachant ce que j'avais fait et continuer à m'aimer? Un sourire doux a éclairé son visage ridé. Parce que c'est ce que font les mères, Janine. Nous aimons nos enfants, même quand ils font des erreurs terribles. Surtout quand ils font des erreurs terribles. Cette conversation a changé quelque chose en moi. Pour la première fois depuis la mort de Gilles, j'ai senti un poids se soulever légèrement de mes épaules. Pas entièrement, je ne pense pas que cette culpabilité me quittera jamais complètement, mais suffisamment pour me permettre de respirer un peu plus librement. Les semaines suivantes ont été étranges, comme si ma mère et moi réapprenions à nous connaître après des décennies de silence et de non-dit. Nous parlions de Gilles ouvertement pour la première fois, partageant des souvenirs que nous avions gardés pour nous-mêmes pendant trop longtemps. Elle m'a raconté des histoires de son enfance que je n'avais jamais entendues, des anecdotes qui le rendaient plus humain, moins le héros parfait que j'avais toujours imaginé. Un soir, alors que nous regardions de vieilles photos, elle m'a dit « Tu sais, Gilles n'était pas parfait. Il pouvait être terriblement têtu, et il avait cette façon de considérer que tout lui était dû parfois. Ton père et moi, nous nous inquiétions qu'il devienne arrogant. » J'ai été surprise par cette confession. « Vraiment? Je ne m'en souviens pas? » Tu ne le voyais pas ainsi. Pour toi, il était simplement ton grand frère,
celui qui savait tout, qui pouvait tout faire. Elle a souri tristement. C'est normal. Les frères et sœurs ne se voient jamais comme les parents les voient. Ces conversations, ces petites révélations, ont commencé à remodeler l'image que j'avais de mon frère et de ma famille. Gilles n'était pas le demi-dieu que j'avais imaginé, mais un jeune homme ordinaire, avec ses forces et ses faiblesses. Mes parents n'étaient pas les adorateurs aveugles que j'avais perçus, mais des personnes complexes qui essayaient simplement de faire de leur mieux. Et moi, je n'étais peut-être pas le monstre que j'avais cru être. Une jeune fille perdue, jalouse, qui avait fait quelque chose de terrible, oui, mais pas un monstre. Ma mère est décédée paisiblement dans son sommeil 3 mois après notre conversation dans la cuisine. La veille, alors que je l'aidais à se mettre au lit, elle m'a pris la main et m'a dit « Tu dois te pardonner, Janine. Gilles t'aurait pardonné. Il te pardonne, j'en suis certaine. » Je n'ai pas eu le courage de lui dire que je n'étais pas sûre de pouvoir un jour me pardonner, mais j'ai serré sa main et j'ai promis d'essayer. Après sa mort, j'ai récupéré toutes les lettres de Gilles que j'avais cachées pendant toutes ces années. J'ai aussi pris l'album photo avec la dernière lettre cachée dans la doublure. J'ai rassemblé tous ces fragments de notre histoire familiale, ces pièces du puzzle de notre tragédie. Pendant des semaines, je n'ai pas su quoi en faire. Les brûler semblait à la fois libérateur et sacrilège. Les garder était une forme de torture, mais aussi une façon de ne pas oublier. Finalement, j'ai décidé de les lire toutes, une par une, dans l'ordre chronologique, de revivre ce printemps et cet été de 1956 à travers les yeux de mon frère et de mes parents. C'était douloureux, mais c'était aussi une forme de pénitence que je m'imposais. Les lettres de Gilles racontaient sa vie quotidienne en Algérie, les paysages, la chaleur, les missions de patrouille. Au début, il écrivait avec enthousiasme, décrivant ses camarades, les petits moments de camaraderie qui rendirent la guerre supportable. Puis, progressivement, son ton a changé. L'inquiétude d'abord, puis la confusion, et enfin cette résignation qui m'avait tant glacé le sang la première fois que j'avais lu ces lettres. Les lettres de mes parents étaient tout aussi poignantes. L'amour et l'inquiétude de ma mère transparaissaient dans chaque ligne. Mon père, moins à l'aise avec les mots, écrivait des messages plus courts, mais tout aussi sincères. Ils parlèrent de la maison, des voisins, des petits événements du quotidien, essayant désespérément de maintenir un semblant de normalité dans une situation qui n'avait rien de normal. Et au milieu de tout cela, il y avait des mentions de moi. Janine a eu une bonne note en français. Ta sœur aide beaucoup à la maison. Janine demande quand tu reviendras. Ces petites phrases m'ont fait réaliser quelque chose que je n'avais jamais vraiment compris. J'étais présente dans leur correspondance. Je n'étais pas invisible pour eux. Ils pensaient à moi, parlaient de moi, m'incluaient dans cette conversation à distance. Cette réalisation a été à la fois réconfortante et dévastatrice. Toute ma vie, j'avais cru être l'enfant oublié, celle qu'on ne voyait pas. Mais les preuves étaient là, noir sur blanc. Mes parents me voyaient, et Gilles aussi. Dans une de ses premières lettres, il écrivait « Dites à Janine que je pense à elle. J'ai vu une petite fille ici qui avait exactement la même expression têtue qu'elle quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Ça m'a fait sourire et penser à la maison. » Il pensait à moi. Même à des milliers de kilomètres, au milieu d'une guerre, mon frère pensait à moi. La culpabilité qui m'avait rongé pendant des décennies a pris une nouvelle dimension. Ce n'était plus seulement la culpabilité d'avoir intercepté les lettres, d'avoir laissé mon frère mourir en pensant être abandonné. C'était aussi la culpabilité d'avoir sous-estimé l'amour que ma famille me portait, d'avoir été aveuglé par ma propre jalousie au point de ne pas voir ce qui était pourtant évident. Les années ont continué à passer après la mort de ma mère. Mon mari Henri est décédé en 2005 d'un cancer qui l'a emporté en quelques mois à peine. Mes enfants ont grandi, sont partis fonder leur propre famille. J'ai des petits-enfants maintenant, et même quelques arrière-petits-enfants. Une famille étendue, éparpillée à travers la France, et même au-delà. Je n'ai jamais parlé de Gilles et des lettres à mes enfants. J'ai mentionné son existence, bien sûr, le frère mort à la guerre avant leur naissance. Mais je n'ai jamais raconté l'histoire complète.
Comment le pourrais-je? Comment expliquer à mes enfants que leur mère avait commis un acte aussi terrible? Mais le temps a une façon étrange de changer notre perception des choses. À mesure que je vieillissais, que je voyais mes propres enfants élever les leurs, je commençais à comprendre ce que ma mère avait essayé de me dire toutes ces années auparavant. Que nous sommes tous capables de faire des choses terribles. Que l'amour, la jalousie, la peur peuvent nous pousser à des actes que nous regretterons toute notre vie. Et que le pardon, surtout le pardon de soi-même, est peut-être le voyage le plus difficile que nous ayons à entreprendre. Il y a 8 ans, lors d'une réunion de famille pour mon 80e anniversaire, mon petit-fils Thomas, alors âgé de 22 ans, m'a posé une question qui m'a prise au dépourvu. « Grand-mère, a-t-il dit, tu parles souvent de ton frère Gilles, mais toujours de façon vague. Comment était-il vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé exactement en Algérie? » Nous étions assis sur la terrasse de la maison de ma fille, le soleil se couchant sur les collines au loin. Le reste de la famille était à l'intérieur, préparant le dîner, nous laissant ce moment d'intimité inattendu. J'ai regardé Thomas, si jeune, si semblable à Gilles d'une certaine façon. Pas physiquement, mais dans cette curiosité, cette intensité qui émanait de lui. « Pourquoi veux-tu savoir ?» ai-je demandé. Il a haussé les épaules, un peu embarrassé. « Je fais des études d'histoire. La guerre d'Algérie est un sujet qui revient souvent dans mes cours. Et puis, je porte son prénom comme deuxième prénom. J'aimerais en savoir plus sur lui. » C'était vrai. Thomas Gilles Dupont. J'avais insisté pour que mon petit-fils porte le nom de mon frère, sans jamais expliquer pourquoi c'était si important pour moi. Et soudain, j'ai eu envie de lui raconter. Pas tout, peut-être, mais une partie de l'histoire. La vraie histoire, pas la version édulcorée que j'avais toujours présentée à ma famille. Ton grand-oncle Gilles était compliqué, ai-je commencé. Comme nous tous, je suppose. Il était brillant, charismatique. Tout le monde l'aimait. Y compris toi? A demandé Thomas. J'ai hésité. Je l'admirais. Je le jalousais aussi d'une certaine façon. Il était difficile de vivre dans son ombre. Thomas a hoché la tête, compréhensif. Je peux imaginer. Et en Algérie? Comment est-il mort exactement? Dans une embuscade, d'après ce qu'on nous a dit. Son unité a été attaquée lors d'une patrouille. Il a été tué sur le coup. C'est triste, a dit Thomas. Il avait quel âge? 23 ans, à peine plus vieux que toi maintenant. Il a médité cela un moment. Tu sais, à l'université, on nous enseigne que cette guerre était problématique, que la France n'aurait peut-être pas dû être là-bas. J'ai souri tristement. L'histoire juge toujours après coup, Thomas. À l'époque, c'était différent. Gilles croyait qu'il faisait son devoir. Beaucoup le croyaient. Vous étiez proches, toi et lui? Une question simple, mais qui a ouvert en moi une brèche que j'avais passé des décennies à colmater. Pas autant que nous aurions pu l'être, ai-je dit doucement. Pas autant que j'aurais voulu. Thomas a dû sentir quelque chose dans ma voix, car il a changé de sujet, me parlant de ses études, de ses projets d'avenir. Mais cette conversation a planté une graine en moi, une idée qui a germé lentement au cours des années suivantes. Peut-être était-il temps de raconter toute l'histoire. Pas seulement pour moi, mais pour Gilles aussi. Pour que son sacrifice ne soit pas oublié, pour que la vérité sur sa mort et sur ma responsabilité ne meure pas avec moi. J'ai commencé à écrire mes mémoires l'année suivante. Pas pour les publier, simplement pour mettre sur papier cette histoire qui m'a hantée pendant plus de 70 ans. J'y ai inclus tout, les lettres interceptées, la jalousie qui m'avait consumée, la découverte que ma mère avait toujours su, et cette dernière lettre de Gilles qui, malgré tout, nous pardonnait. C'était un exercice douloureux, mais aussi étrangement libérateur. Comme si, en écrivant ces mots, je relâchais enfin un peu du poids que j'avais porté pendant toute ma vie d'adulte. J'ai terminé ces mémoires il y a 2 ans, les rangeant dans un tiroir de mon bureau avec toutes les lettres, celles de Gilles, celles de mes parents, et cette dernière lettre que ma mère avait cachée. Un jour, après ma mort, mes enfants les trouveront. Ils sauront alors la vérité sur leur mère, sur leur oncle qu'ils n'ont jamais connu, sur cette histoire familiale que j'ai gardée secrète pendant si longtemps.
Mais récemment, quelque chose a changé en moi. Je me suis rendu compte que je ne voulais pas que cette histoire meure avec moi, ou qu'elle soit découverte seulement après ma disparition. Je voulais la raconter moi-même, de mon vivant. Prendre la responsabilité de mes actes, enfin, devant ceux qui comptent pour moi. C'est pourquoi j'ai accepté de partager mon histoire aujourd'hui. Pas seulement pour alléger ma conscience, bien que cela en fasse partie, mais aussi pour honorer la mémoire de Gilles. Pour dire au monde qu'il n'est pas mort, abandonné, qu'il était aimé, qu'il l'a toujours été. Et peut-être aussi pour dire à ceux qui m'écoutent que même les erreurs les plus terribles peuvent être, sinon pardonnées, du moins acceptées. Que nous pouvons vivre avec notre culpabilité sans qu'elle nous détruise complètement. La boîte en fer que ma mère m'avait donnée, je l'ai gardée toutes ces années. Elle contient maintenant toutes les lettres, y compris celles que j'avais interceptées, et la dernière lettre de Gilles. Je la garde sur ma table de chevet, comme ma mère le faisait. Chaque soir, avant de m'endormir, je pose ma main dessus, comme pour dire à Gilles que je suis toujours là, que je me souviens, que je regrette. Parfois, dans mes rêves, je le vois tel qu'il était ce jour de janvier 1956, debout sur le quai de la gare, son uniforme encore trop neuf, son sourire incertain masquant sa peur. Dans ses rêves, je cours vers lui. Je lui dis tout ce que je n'ai jamais eu le courage de lui dire de son vivant. Que je l'aimais, que je l'admirais, que j'étais désolée d'avoir été si jalouse, si mesquine. Et dans ses rêves, invariablement, il me sourit et me dit « Je sais, petite sœur, je sais. » Ce sont les seuls moments où je me sens vraiment en paix. Je me suis souvent demandé, au fil des décennies, si le pardon est quelque chose que l'on mérite ou quelque chose que l'on reçoit simplement, comme un don immérité. La grâce, c'est ainsi que les religieux l'appellent, je crois. Cette idée que l'on puisse être absous sans l'avoir mérité. Après avoir commencé à partager mon histoire, d'abord avec Thomas, puis dans mes mémoires, quelque chose a changé dans ma façon d'aborder mon passé. Ce n'était plus seulement un secret honteux que je portais seul, mais une histoire qui existait maintenant en dehors de moi, sur ces pages que j'avais écrites, dans ces mots que j'avais prononcés. Le printemps qui a suivi mes 82 ans, ma fille Marie est venue me rendre visite. Elle venait de divorcer après 30 ans de mariage, et je sentais en elle cette fragilité particulière des personnes dont la vie vient de se briser en deux, un avant et un après. « Comment as-tu fait, maman ?» m'a-t-elle demandé un soir, alors que nous étions assises dans mon petit jardin, regardant le soleil se coucher derrière les toits. « Comment as-tu continué, après la mort de papa ?» J'ai pris sa main, sentant sous mes doigts les veines qui commençaient à se dessiner sous sa peau, comme les miennes autrefois. Ma petite fille, qui vieillissait à son tour. « On continue parce qu'il le faut », ai-je répondu. Parce que la vie ne s'arrête pas, même quand on voudrait qu'elle le fasse. Elle a hoché la tête, les yeux brillants de larmes contenues. J'ai l'impression de porter un poids énorme, tous ces souvenirs, toutes ces années. Et maintenant, c'est comme si rien de tout cela n'avait compté. Ces mots ont résonné en moi d'une façon inattendue. Ce poids dont elle parlait, je le connaissais bien. Ce n'était pas le même, bien sûr. La fin d'un mariage n'est pas comparable à ce que j'avais fait. Mais cette sensation d'être écrasée par son propre passé, de ne pas savoir comment avancer avec ce fardeau, cela, je le comprenais parfaitement. « Marie, ai-je dit doucement, il y a quelque chose que je dois te raconter. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne dans la famille. » Et là, dans la lumière mourante de ce jour de printemps, j'ai commencé à lui raconter l'histoire des lettres de Gilles. Pas tous les détails, pas encore, mais l'essentiel. Comment j'avais intercepté les lettres de mon frère par jalousie. Comment il était mort en croyant que sa famille l'avait abandonné. Comment j'avais vécu avec cette culpabilité pendant 7 décennies. Marie m'a écouté sans m'interrompre, son visage passant de la surprise à la confusion, puis à une sorte de compréhension douloureuse. Quand j'ai eu fini, un long silence s'est installé entre nous. « Tu m'en veux ?» ai-je finalement demandé, ma voix à peine audible. Elle a secoué la tête. « Non, maman, je ne t'en veux pas. Je suis triste. Triste que tu aies porté ça toute seule pendant si longtemps. »
Tu ne penses pas que je suis une personne terrible? Marie a pris mes mains dans les siennes. Je pense que tu étais une jeune fille qui a fait quelque chose de terrible. Ce n'est pas la même chose. Ces mots, presque les mêmes que ceux que ma mère m'avait dits toutes ces années auparavant, m'ont touché profondément. La compréhension, la distinction entre l'acte et la personne, c'était exactement ce que j'avais toujours eu du mal à accepter pour moi-même. J'aurais dû vous le dire plus tôt, à toi et à ton frère, ai-je dit. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Tu avais peur, a-t-elle répondu simplement. Peur de ce que nous penserions de toi. C'est normal, maman. Le lendemain matin, Marie m'a demandé si elle pouvait voir les lettres. J'ai hésité un moment, puis j'ai sorti la vieille boîte en fer de ma table de nuit. Ensemble, nous avons lu quelques-unes des lettres de Gilles, et je lui ai montré la dernière, celle qu'il avait écrite juste avant sa mort. « C'est extraordinaire », a-t-elle murmuré après l'avoir lu. « Qu'il ait pu écrire ça, en croyant que vous l'aviez tous abandonné. Il était meilleur que moi, ai-je dit doucement. Il a toujours été meilleur que moi. » Marie a posé la lettre et m'a regardée d'une façon qui m'a rappelé étrangement ma mère. « Tu sais, maman, je crois que tu n'as jamais vraiment connu ton frère. Pas vraiment. Tu l'as idéalisé toute ta vie, avant comme le frère parfait qui te faisait de l'ombre, et après comme le saint qui t'aurait pardonné. » Ces mots m'ont prise au dépourvu. Que veux-tu dire? Je veux dire que Gilles était un être humain avec ses défauts et ses qualités. Comme toi. Comme moi. Comme nous tous. Ce que tu as fait était terrible, oui. Mais peut-être que la vraie tragédie n'est pas seulement ce que tu as fait, mais le fait que tu n'aies jamais pu voir ton frère comme il était vraiment. Juste un jeune homme, pas un dieu, pas un monstre, juste un garçon pris dans une guerre qu'il ne comprenait probablement pas plus que toi. Je suis restée silencieuse, méditant ces paroles. Avait-elle raison? Avais-je passé ma vie à adorer puis à craindre un fantôme que j'avais moi-même créé? Marie est restée 1 semaine chez moi. Pendant ce temps, nous avons beaucoup parlé. De Gilles, bien sûr, mais aussi de son père, de mon mariage, de son divorce, de sa propre vie qui prenait maintenant un tournant inattendu. Ces conversations étaient différentes de toutes celles que nous avions eues auparavant. Plus profondes, plus vraies d'une certaine façon, comme si en partageant mon secret le plus sombre, j'avais ouvert un espace où l'honnêteté totale était enfin possible. Le jour de son départ, alors qu'elle chargeait sa valise dans sa voiture, elle s'est tournée vers moi. « Tu devrais parler à Roger aussi, maman. Il a le droit de savoir. » Roger, mon fils, qui portait le nom de mon père. Nous n'avions jamais été aussi proches que Marie et moi. Il ressemblait tellement à Henri, pragmatique, rationnel, peu enclin aux épanchements émotionnels. L'idée de lui raconter cette histoire me terrifiait. Je ne sais pas s'il comprendrait, ai-je dit. Marie a souri. Tu serais surprise. Roger a plus de profondeur que tu ne le crois. Et il t'aime, maman. Nous t'aimons tous les deux. Après son départ, j'ai beaucoup réfléchi à ces paroles. Avais-je sous-estimé mon fils comme j'avais sous-estimé l'amour que ma famille me portait autrefois? Étais-je encore prisonnière de mes propres perceptions déformées, de mes peurs irrationnelles? J'ai fini par appeler Roger un soir, lui demandant s'il pouvait passer me voir. Il a semblé surpris, je ne sollicitais pas souvent sa présence, mais a accepté immédiatement. 2 jours plus tard, il était assis dans mon salon, son corps massif semblant trop grand pour mon petit canapé. À 62 ans, Roger avait les tempes grisonnantes et des rides profondes autour des yeux, mais il restait imposant, avec cette présence tranquille qui avait toujours été la sienne. Marie m'a dit que tu voulais me parler de quelque chose d'important, a-t-il commencé, allant droit au but comme à son habitude. J'ai pris une profonde inspiration. Oui, c'est à propos de mon frère, Gilles, celui qui est mort en Algérie. Roger a hoché la tête. Il connaissait l'existence de Gilles, bien sûr, mais comme Marie, il n'en avait jamais su beaucoup plus que le strict minimum. Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, sauf à ta sœur, récemment. Quelque chose que j'ai fait quand j'étais jeune et qui a eu des conséquences terribles. Et pour la 2e fois en quelques semaines,
j'ai raconté mon histoire. Cette fois, je n'ai rien omis. J'ai parlé de ma jalousie d'adolescente, de comment j'interceptais les lettres, de la mort de Gilles pensant que sa famille l'avait abandonné, de la découverte que ma mère avait toujours su et de comment j'avais porté ce secret pendant toute ma vie. Roger m'a écouté en silence, son visage impassible, ne trahissant aucune émotion. Quand j'ai eu fini, il est resté immobile si longtemps que j'ai commencé à craindre sa réaction. « Tu es en colère », ai-je finalement dit, incapable de supporter ce silence plus longtemps. Il a levé les yeux vers moi. « Non, maman, je ne suis pas en colère. Je ne sais pas exactement ce que je suis. Surpris, certainement. Triste aussi. » Triste pour Gilles ? Pour lui, oui, mais surtout pour toi. Il a fait une pause. Je n'arrive pas à imaginer ce que ça a dû être de vivre avec ça pendant toutes ces années. Sa réponse m'a prise au dépourvu. Je m'étais attendue à de la colère, du dégoût peut-être, pas à cette compassion tranquille. Tu ne penses pas que ce que j'ai fait était impardonnable ? Roger a réfléchi un moment. Je pense que c'est à toi de décider si c'est pardonnable ou non, maman, pas à moi. Que veux-tu dire ? Je veux dire que le vrai pardon doit d'abord venir de toi-même. Tu t'es puni pendant plus de 60 ans pour quelque chose que tu as fait quand tu étais pratiquement une enfant. N'est-ce pas assez ? Ces mots ont fait écho à ceux de ma mère et à ceux de Marie. Cette idée que peut-être, juste peut-être, il était temps de me pardonner à moi-même. Roger est resté pour dîner ce soir-là, puis pour la nuit. Le lendemain, avant de partir, il m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude. « Merci de m'avoir raconté, maman, » a-t-il dit. « Ça compte beaucoup pour moi que tu aies partagé ça. » Je n'étais pas sûr que tu comprendrais, ai-je admis. Il a souri, un sourire rare qui adoucissait son visage habituellement sérieux. « Je comprends mieux que tu ne le crois. Nous avons tous des secrets, maman. Des choses que nous regrettons, des erreurs qui nous hantent. La différence, c'est que toi, tu as eu le courage d'y faire face. » Après les visites de Marie et de Roger, quelque chose a commencé à changer en moi. Lentement, presque imperceptiblement au début, puis de plus en plus clairement. Le poids que j'avais porté pendant tant d'années semblait s'alléger légèrement. Ce n'est pas que je me sentais soudain libérée de ma culpabilité. Ce n'est pas que je pensais mériter le pardon. Mais le fait d'avoir partagé mon secret, d'avoir été écoutée sans jugement par mes enfants, avait ouvert une petite brèche dans le mur de honte que j'avais construit autour de moi. Dans les mois qui ont suivi, j'ai continué à écrire mes mémoires, ajoutant des détails, des réflexions, des souvenirs qui me revenaient. Ce processus d'écriture est devenu une sorte de thérapie pour moi, une façon de démêler les fils complexes de ma vie et de ma culpabilité. Un jour, alors que je relisais les lettres de Gilles pour la énième fois, un détail m'a frappé. Dans une de ces lettres, écrite environ 1 mois avant sa mort, il mentionnait un camarade nommé Marcel Leblanc, le même Marcel qui avait plus tard écrit à ma mère. Gilles décrivait comment ce Marcel et lui étaient devenus amis, comment ils parlaient souvent de leurs familles respectives pendant les longues nuits de garde. « Marcel comprend ce que c'est d'être loin de chez soi », écrivait Gilles. « Il a une petite sœur lui aussi, à peine plus jeune que Janine. Il dit qu'elle lui écrit toutes les semaines et il est si fier d'elle. Ça me fait penser à toi, petite sœur. J'espère que tu vas bien. » Cette phrase, que j'avais lue des dizaines de fois sans vraiment y prêter attention, a soudain pris un sens nouveau pour moi. Gilles pensait à moi, se souciait de moi, même quand il comparait ma situation peu flatteuse, ne pas lui écrire, avec celle de la sœur dévouée de son ami. Et si une partie de ma culpabilité venait non seulement de ce que j'avais fait, mais aussi de ce que je croyais que Gilles pensait de moi? Et si, comme Marie l'avait suggéré, j'avais passé ma vie à adorer puis à craindre un fantôme que j'avais moi-même créé? Ces questions m'ont obsédée pendant des jours. J'ai relu toutes les lettres de Gilles, cette fois en cherchant spécifiquement les mentions de moi. Et j'ai découvert quelque chose d'étonnant. Dans presque chaque lettre, il y avait un mot pour moi. Pas seulement les formules polies que j'avais perçues comme condescendantes, mais de vraies marques d'affection.
des anecdotes qu'il pensait que j'apprécierais. Des questions sur mes études, mes amis, ma vie. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment avais-je pu ne pas voir cet amour fraternel qui était là, sous mes yeux, dans chacune de ces lettres? La réponse était douloureusement simple. Parce que je ne voulais pas le voir. Parce qu'il était plus facile de croire que j'étais invisible, négligé, que d'accepter que j'étais aimé, mais incapable de le reconnaître. Cette réalisation a été comme un tremblement de terre intérieur, remettant en question les fondations mêmes de la personne que je croyais être. Si j'avais mal interprété l'amour de mon frère de façon aussi fondamentale, qu'avais-je d'autre mal compris? L'amour de mes parents, celui de mon mari, de mes enfants? J'ai commencé à revoir ma vie entière sous ce nouvel éclairage. Henri, mon mari, que j'avais toujours perçu comme distant et préoccupé, n'avait-il pas, en réalité, montré son amour à sa façon? Par sa loyauté inébranlable, par ces petits gestes quotidiens que je tenais pour acquis, par la façon dont il restait éveillé jusqu'à ce que je rentre quand je travaillais tard, ou comment il se souvenait toujours de l'anniversaire de la mort de mes parents et m'emmenait au cimetière sans que j'aie besoin de le demander. Et mes enfants, Roger, si semblable à son père, montrant son amour par des actes plutôt que par des mots. Marie, plus expressive, mais tout aussi fidèle. Avais-je vraiment vu leur amour tel qu'il était, ou l'avais-je filtré à travers le prisme déformant de ma propre insécurité? Cette période d'introspection a été à la fois douloureuse et libératrice. Douloureuse, parce qu'elle m'obligeait à confronter non seulement ce que j'avais fait, mais aussi ce que j'avais été, cette personne incapable de reconnaître l'amour quand il lui était offert. Libératrice, parce qu'elle ouvrait la possibilité d'une nouvelle compréhension de moi-même et de ma vie. Un soir d'automne, alors que je rangeais mes mémoires après y avoir travaillé toute la journée, j'ai ressenti le besoin soudain et irrépressible de visiter la tombe de Gilles, ou plutôt le monument aux morts où son nom était gravé. Je n'y étais pas allé depuis des années, préférant éviter ce rappel concret de ma culpabilité. Le lendemain matin, j'ai pris un taxi jusqu'au petit cimetière communal. L'air était frais, le ciel d'un bleu limpide typique des belles journées d'octobre. J'ai marché lentement jusqu'au monument, m'appuyant sur ma canne, consciente des regards curieux des quelques personnes présentes. Une vieille dame seule, dans un cimetière. Rien d'extraordinaire, sauf peut-être la détermination inhabituelle dans ma démarche. Le monument était tel que je m'en souvenais. Une simple stèle de pierre grise avec les noms des morts des 2 guerres mondiales et de la guerre d'Algérie. J'ai cherché celui de Gilles, mes doigts tremblants traçant les lettres gravées dans la pierre froide. Gilles Dupont, 1933-1956. Mort pour la France en Algérie. Je suis resté là longtemps, parlant silencieusement à mon frère, comme je ne l'avais jamais fait de son vivant. Je lui ai dit combien j'étais désolée, non seulement pour les lettres, mais aussi pour ne pas avoir vu l'amour qu'il me portait. Je lui ai parlé de ma vie, de mon mariage avec Henri, de mes enfants, de mes petits-enfants. De comment sa mort avait façonné ma vie d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et pour la première fois, j'ai senti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Pas une absolution complète, je ne pense pas que cela viendra jamais, mais une sorte d'acceptation tranquille. Une reconnaissance que ce que j'avais fait était terrible, mais que cela ne définissait pas la totalité de qui j'étais. Que j'avais aussi été une épouse, une mère, une grand-mère. Que j'avais aimé et été aimée. En quittant le cimetière ce jour-là, j'ai pris une décision. J'allais terminer mes mémoires, mais je ne les laisserai pas simplement dans un tiroir pour que mes enfants les trouvent après ma mort. Je les partagerai avec eux de mon vivant. Et pas seulement avec eux, mais avec mes petits-enfants aussi. Avec Thomas, qui portait le prénom de Gilles et qui s'intéressait à l'histoire. Avec tous ceux qui voudraient l'entendre. Non pas pour chercher une absolution que je ne méritais peut-être pas, mais pour témoigner. Pour dire que même les erreurs les plus terribles ne nous définissent pas entièrement. Que l'amour, malgré tout, persiste. Et que parfois, le plus grand acte de courage n'est pas de mourir héroïquement comme Gilles, mais simplement de continuer à vivre, jour après jour, avec le poids de ce que nous avons fait.
Cette décision prise, je suis rentrée chez moi avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Comme si, en choisissant de faire face pleinement à mon passé, j'avais enfin ouvert la porte à un futur où la culpabilité, bien que toujours présente, n'était plus le seul fil conducteur de ma vie. L'hiver qui a suivi ma visite au monument aux morts a été particulièrement doux. Les journées s'allongeaient déjà, annonçant un printemps précoce. Dans cette lumière changeante, j'ai terminé d'écrire mes mémoires, consignant jusqu'au dernier détail de cette histoire qui avait défini ma vie. Le manuscrit achevé reposait sur ma table, près de la vieille boîte en fer qui contenait toutes les lettres. Ce n'était pas un livre destiné à être publié, simplement un témoignage personnel. Mais maintenant qu'il était terminé, je ressentais le besoin impérieux de le partager, non seulement avec mes enfants qui connaissaient déjà l'essentiel de l'histoire, mais aussi avec mes petits-enfants. J'ai appelé Marie pour lui parler de mon projet. Sa voix au téléphone reflétait un mélange de surprise et d'appréhension. « Tu es sûre, maman ? Ce n'est pas facile à entendre, même pour nous qui sommes adultes. »« Je suis sûre, » ai-je répondu. « Je ne veux pas que cette histoire meure avec moi. Je veux qu'ils comprennent, pas seulement ce que j'ai fait, mais aussi comment un seul acte peut façonner toute une vie. » Après une longue discussion, nous avons convenu d'organiser une réunion familiale le mois suivant. Marie s'occuperait de contacter tout le monde, de trouver une date qui convienne à chacun. Roger, quand je l'ai appelé à son tour, s'est montré plus réservé. « Tu n'as pas à faire ça, maman, » a-t-il dit. « Personne ne te le demande. »« Je sais, » ai-je répondu. « C'est pour ça que je dois le faire, parce que c'est mon choix, pas une obligation. » Le jour de la réunion, ma petite maison s'est remplie comme jamais auparavant. Mes 2 enfants étaient là, bien sûr, avec leurs conjoints. 5 de mes 7 petits-enfants avaient pu venir, dont Thomas, qui m'avait posé cette première question sur Gilles lors de mon 80e anniversaire 8 ans plus tôt. Il y avait même 2 arrière-petits-enfants, trop jeunes pour comprendre ce qui se passait, mais dont la présence ajoutait une dimension particulière à ce moment, comme si l'histoire ne s'arrêtait pas avec moi, mais continuait à travers ces nouvelles générations. Nous nous sommes installés dans le salon, les plus jeunes assis par terre, les autres sur les chaises et le canapé. J'avais préparé du thé et des gâteaux, mais personne n'y touchait. L'atmosphère était solennelle, comme si tous sentaient que ce qui allait être dit aujourd'hui était important. « Merci d'être venu », ai-je commencé, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. « Je vous ai réunis aujourd'hui parce que j'ai une histoire à vous raconter. Une histoire que j'ai gardée secrète pendant presque toute ma vie, mais que je veux partager avec vous maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Et ainsi, entourée de ma famille, j'ai commencé à raconter l'histoire des lettres de Gilles. J'ai parlé de mon enfance dans l'ombre de mon frère, de la guerre d'Algérie, de ma jalousie d'adolescente qui m'avait poussée à intercepter ces lettres. J'ai décrit la mort de Gilles, pensant que sa famille l'avait abandonné, et les décennies de culpabilité qui avaient suivi. J'ai parlé de ma mère qui avait toujours su, et de cette dernière lettre de Gilles, si pleine de pardon. Au fur et à mesure que je parlais, je voyais les expressions sur les visages autour de moi changer, la surprise, la confusion, parfois la douleur, mais pas le jugement que j'avais tant redouté. Thomas, en particulier, m'écoutait avec une intensité qui me rappelait Gilles. Quand j'ai eu fini, un silence profond est tombé sur la pièce. C'est Sophie, ma petite fille de 30 ans, qui l'a rompu la première. « Grand-mère », a-t-elle dit doucement, « je ne sais pas quoi dire. C'est tellement triste. Pour toi, pour ton frère, pour toute votre famille. » « Oui, ai-je admis, c'est une histoire triste, mais c'est aussi une histoire sur le pardon, je crois, sur le fait d'apprendre à vivre avec ses erreurs, aussi terribles soient-elles. » Thomas s'est levé et est venu s'asseoir à côté de moi sur le canapé. « Est-ce que je peux voir les lettres ?» a-t-il demandé. J'ai fait signe à Roger, qui a apporté la vieille boîte en fer que j'avais placée sur le buffet. Thomas l'a ouverte avec précaution, comme s'il manipulait des reliques sacrées. Il a sorti la dernière lettre de Gilles, celle écrite juste avant sa mort, et l'a lue en silence. « C'est extraordinaire, » a-t-il dit finalement. « Cette capacité à pardonner, à aimer malgré tout. » C'était comme ça qu'il était, ai-je dit doucement. Meilleur que moi, toujours.
Thomas a secoué la tête. Je ne crois pas que ce soit une question d'être meilleur ou pire, grand-mère. C'est juste différent. Des choix différents, des circonstances différentes. Il a hésité un moment, puis a ajouté « Tu sais, je fais des recherches sur la guerre d'Algérie pour ma thèse. J'ai lu des témoignages de soldats qui y ont servi. Ce n'était pas une guerre propre. Beaucoup de ceux qui y ont participé sont revenus brisés, hantés par ce qu'ils avaient vu ou fait. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé, incertaine de comprendre où il voulait en venir. « Je veux dire que, peut-être que d'une certaine façon, tu as épargné à ton frère quelque chose de pire que la mort. De revenir et de devoir vivre avec ses propres actes, ses propres regrets. » Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Jamais, en 60 ans, je n'avais envisagé les choses sous cet angle. L'idée que Gilles aurait pu revenir traumatisé, changé par la guerre, portant ses propres fardeaux. C'était une perspective que je n'avais jamais considérée. « Ce n'est pas pour excuser ce que tu as fait, » a ajouté Thomas rapidement, juste pour dire que l'histoire est toujours plus complexe qu'elle n'y paraît, que parfois, les conséquences de nos actes vont bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer, pour le meilleur comme pour le pire. Un murmure d'assentiment a parcouru la pièce. Marie s'est levée pour servir le thé, rompant légèrement la tension. Petit à petit, la conversation est devenue plus générale. Mes petits-enfants posèrent des questions sur Gilles, sur mes parents, sur cette époque que la plupart d'entre eux ne connaissaient que par les livres d'histoire. Il y avait une curiosité sincère dans leurs questions, un désir de comprendre. À un moment, Léa, ma plus jeune petite fille de 19 ans, a demandé « Mais comment as-tu pu vivre avec ça pendant toutes ces années, grand-mère? Comment as-tu... Je ne sais pas. Comment as-tu continué ?» J'ai réfléchi à sa question. « On continue parce qu'on n'a pas le choix, » ai-je finalement répondu. « On se lève chaque matin, on fait ce qu'on a à faire. On trouve des raisons de continuer, un mari, des enfants, un travail. On construit une vie autour de sa culpabilité, comme un coquillage autour d'un grain de sable. Et parfois, avec le temps, ce grain de sable devient une perle. Pas belle, peut-être, mais quelque chose qu'on peut porter. » La réunion a duré bien plus longtemps que je ne l'avais prévu. Le soleil commençait à se coucher quand les premiers sont partis, ceux qui avaient de jeunes enfants à mettre au lit ou un long trajet à faire. Les autres sont restés, la conversation se poursuivant, plus détendue maintenant, ponctuée parfois de rires. Je les observais, ces enfants et petits-enfants qui étaient issus de moi, ces vies qui n'auraient pas existé si j'avais fait des choix différents. C'était une pensée étrange et troublante que toute cette famille était, d'une certaine façon, le fruit indirect de ma terrible erreur. Si je n'avais pas intercepté ces lettres, si Gilles était revenu vivant, ma vie aurait pris un tout autre chemin. Aurais-je rencontré Henri? Aurais-je eu Marie et Roger? Tous ces visages familiers autour de moi aujourd'hui n'auraient peut-être jamais existé. C'était une pensée trop vertigineuse pour être pleinement saisie. Une illustration de cette vérité que Thomas avait évoquée, que les conséquences de nos actes vont bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Quand le dernier invité est parti, tard dans la soirée, Marie est restée pour m'aider à ranger. Nous travaillions côte à côte dans la cuisine, lavant et essuyant les tasses, dans un silence confortable. « Ça s'est bien passé », a-t-elle finalement dit. Mieux que je ne l'espérais. J'ai hoché la tête. Ils ont été compréhensifs. Bien sûr qu'ils l'ont été, maman. C'est notre famille. J'ai eu peur, tu sais, qu'ils me voient différemment après avoir entendu cette histoire. Marie a posé le torchon et m'a prise par les épaules, me forçant à la regarder. Ils te voient différemment, c'est vrai. Ils te voient comme un être humain complet, avec ses faiblesses et ses forces, pas seulement comme leur grand-mère qui fait des gâteaux et raconte des histoires du passé. Elle a fait une pause, cherchant ses mots. C'est un cadeau que tu leur as fait aujourd'hui, maman. Le cadeau de ta vérité. C'est rare et précieux. Cette nuit-là, seule dans mon lit, j'ai repensé à la journée, aux réactions de ma famille, aux paroles de Thomas sur la complexité de l'histoire et les conséquences imprévisibles de nos actes. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait presque à de la paix.
Non pas que je me sois pardonné, je ne pense pas que ce soit possible, ni même souhaitable. Certaines erreurs sont trop graves pour être simplement effacées. Mais il y avait une sorte d'acceptation, une reconnaissance que ce que j'avais fait, aussi terrible soit-il, faisait partie d'une histoire plus large, qui incluait aussi l'amour, la compréhension, et oui, même une forme de rédemption. Dans les mois qui ont suivi cette réunion, quelque chose a changé dans ma famille. Il y avait une nouvelle ouverture, une profondeur dans nos relations qui n'avaient pas existé auparavant. Mes petits-enfants m'appelaient plus souvent, me posant des questions sur mon enfance, sur mes parents, sur l'époque où j'avais grandi. Des questions qu'ils n'avaient jamais pensé à me poser avant. Peut-être parce qu'ils me voyaient comme appartenant à un passé lointain et indifférencié, sans histoire personnelle. Thomas, en particulier, s'est intéressé de près à mon récit. Il m'a demandé la permission d'utiliser certains éléments de l'histoire de Gilles dans sa thèse sur la guerre d'Algérie. Pas les détails personnels concernant les lettres, mais le témoignage d'un jeune homme ordinaire pris dans cette guerre extraordinaire. Ce sont des voix comme celle de ton frère qui manquent trop souvent dans les livres d'histoire, m'a-t-il expliqué. Des jeunes hommes ordinaires, qui n'étaient ni des héros, ni des monstres, juste des garçons loin de chez eux, essayant de faire ce qu'ils croyaient juste. J'ai accepté, bien sûr. L'idée que l'histoire de Gilles puisse contribuer, même modestement, à une meilleure compréhension de cette période troublée de notre histoire nationale me semblait appropriée. Une façon d'honorer sa mémoire qui allait au-delà de mon chagrin personnel. C'est aussi Thomas qui m'a suggéré de partager mon histoire plus largement. Pas seulement avec la famille, a-t-il dit, mais avec d'autres personnes qui pourraient y trouver un écho. Des personnes qui portent leur propre fardeau, leurs propres regrets. J'ai été réticente au début. Une chose était de confier mon secret à ma famille, qui m'aimait malgré tout. C'en était une autre de l'exposer au jugement d'étrangers, mais l'idée a fait son chemin en moi. Et c'est ainsi que, quelques mois plus tard, je me suis retrouvée devant une caméra, racontant mon histoire pour qu'elle soit partagée au-delà du cercle de ma famille. C'était effrayant et libérateur à la fois. Effrayant parce que je me sentais plus vulnérable que jamais, exposant ma faute la plus honteuse au regard du monde. Libérateur parce que, en brisant ce silence de 7 décennies, je sentais les dernières chaînes de ma prison intérieure commencer à se desserrer. Je ne sais pas qui regardera cette vidéo, qui entendra mon histoire. Peut-être personne. Peut-être des dizaines, des centaines de personnes. Cela n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai enfin trouvé le courage de dire la vérité, toute la vérité, sans chercher à me justifier ou à m'excuser. Car c'est cela, finalement, que j'ai appris au cours de cette longue vie, que nos erreurs, aussi terribles soient-elles, ne nous définissent pas entièrement. Qu'il est possible de vivre avec le regret sans être consumé par lui. Que l'amour, celui que nous recevons et celui que nous donnons, peut coexister avec notre culpabilité, sans l'effacer, mais en la rendant peut-être un peu plus supportable. Gilles est mort en pensant que sa famille l'avait abandonné, et rien ne pourra jamais changer cela. C'est un fait avec lequel je devrais vivre jusqu'à mon dernier jour. Mais ce n'est pas toute l'histoire, car dans sa dernière lettre, il nous a pardonné. Il a choisi l'amour plutôt que l'amertume, la compréhension plutôt que la colère. Et peut-être est-ce là la véritable leçon de cette histoire. Que le pardon, quand il est donné librement, sans être mérité ni même demandé, est l'acte le plus puissant dont nous soyons capables. Qu'il transcende nos fautes et nos erreurs, non pas en les effaçant, mais en nous montrant qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus profond que notre culpabilité. Aujourd'hui, à 88 ans, je regarde en arrière sur ma vie avec un mélange de regret et de gratitude. Regret pour ce que j'ai fait, pour la douleur que j'ai causée, gratitude pour les personnes qui m'ont aimé malgré tout. Ma mère, qui a gardé mon secret pour me protéger, Henri, qui m'a donné une nouvelle vie sans jamais connaître l'ancienne, mes enfants et petits-enfants qui m'ont écouté sans me juger. Et oui, gratitude envers Gilles aussi. Mon frère qui, dans sa dernière lettre, m'a offert un pardon que je ne méritais pas. Un pardon que j'ai mis 60 ans à accepter pleinement.
La boîte en fer qui contient toutes les lettres est toujours sur ma table de nuit. Chaque soir, avant de m'endormir, j'y pose ma main, comme un rituel. Mais ce n'est plus seulement un acte de pénitence, comme cela l'a été pendant tant d'années. C'est aussi une façon de me connecter à ce frère que j'ai perdu il y a si longtemps, de lui dire que je me souviens, que je regrette, mais aussi que j'ai fini par comprendre, trop tard, bien trop tard, l'amour qu'il me portait. Et si vous avez écouté cette histoire jusqu'au bout, je vous en remercie du fond du cœur. C'est un privilège, à mon âge, d'être encore entendu, d'avoir la chance de partager non seulement mes erreurs, mais aussi les leçons que j'en ai tirées. Si mon témoignage a trouvé un écho en vous, si d'une manière ou d'une autre il vous a touché, je vous serai reconnaissante de laisser un j'aime à cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne qui m'a donné la possibilité de partager mon histoire. Et peut-être, si vous le souhaitez, partagez-la avec d'autres qui pourraient y trouver un sens, un réconfort, ou simplement un rappel que nous sommes tous, à notre façon, des êtres imparfaits en quête de rédemption.